point fondé de cette journée, c'est dans ce reportage signé Pascaline Medza. La journée internationale de la douane ce 26 janvier est consacrée aux efforts conjoints des douanes pour lutter contre le coronavirus. Elle vise également à appuyer les individus et les entreprises en consolidant la chaîne logistique mondiale, en renforçant la collaboration, en tirant parti de la technologie et en plaçant les personnes au cœur du changement. Cet événement est célébré sous le thème Relance, Renouveau, Résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Son but est de faciliter le commerce et les voyages pour tous les citoyens du monde. Cette journée spéciale souligne les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. C'est l'occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité de nos collectivités, comme par exemple en luttant contre les trafics de drogue ou de contrefaçon, surtout à l'heure où l'on parle de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. À cet effet, les douaniers gabonais ont suivi une formation de 2 jours portant essentiellement sur les missions de la douane face à ce projet continental lié à la libéralisation du commerce des marchandises au niveau des frontières. Il est à noter que la journée internationale de la douane est parrainée par l'Organisation mondiale des douanes. Celle-ci compte 150 États membres et a son siège social à Bruxelles. Pascaline Medza. Le volet éducation parle de cette rencontre hier entre le proviseur du lycée Joe Dabani et les parents d'élèves ayant posté des vidéos d'elle nues sur les réseaux sociaux. Un conseil de discipline s'est tenu aujourd'hui au sein de cet établissement secondaire. Les parents des jeunes filles sollicitent la clémence du corps administratif. Guy Carrel, Boukwana Mungala. Cette rencontre entre le personnel administratif du lycée Joe Dabani et les parents des adolescentes régulièrement inscrites dans le dit établissement scolaire et dont la vidéo fait actuellement le tour de la toile aura permis de situer la responsabilité des uns et des autres. Selon la rencontre avec monsieur le proviseur, ce qui a été sorti de cette rencontre était que les enfants ont fait une bêtise. Tout le monde le sait, mais ce sont nos enfants. Ils n'ont peut-être pas pesé la gravité de ce qu'ils ont posé comme acte. Bien que conscients de la gravité des faits reprochés à leur progéniture, les parents plaident pour des sanctions disciplinaires moins contraignantes. Pour ces enfants-là, nous demandons quand même une sentence quand même très atténuante, sachant que ce sont des élèves et des mineurs en même temps. Nous voulons en fait que ces enfants comprennent la gravité de ce qu'ils ont fait, mais que la sentence de ces enfants vraiment soit très atténuante. De sources sûres, 3 des 4 jeunes élèves ont été interpellés ce lundi matin par les agents de la police d'investigation judiciaire à la demande du parquet de la République. Elles devront toutes s'expliquer pour leur comportement déviant et qui aura heurté la conscience collective. Il faut dire, Marie-Lise, que ces vidéos obscènes et choquantes des élèves des lycées et collèges de la capitale gabonaise circulent depuis quelques jours à travers les réseaux sociaux. En effet, et selon une psychologue rencontrée par la rédaction de Radio Gabon, le comportement de ces jeunes filles devrait interpeller les parents et la société gabonaise dans l'ensemble sur la nécessité de bien suivre nos jeunes enfants. Nous retrouvons à nouveau Guy Carrel, Boukwana Mungala. Il n'est plus rare de voir des adolescentes se montrer nues ou presque sur les réseaux sociaux. Il s'agit le plus souvent des élèves de la capitale gabonaise qui s'adonnent parfois à des défis de tout genre, ignorant ainsi leurs conséquences. Pour la psychologue Valentine Bilola, ces jeunes ont surtout besoin d'être accompagnés. Ces élèves sont des adolescentes, donc elles sont dans un groupe de pairs, elles veulent impressionner les autres, elles s'affichent et surtout à cet âge de l'adolescence, on veut braver l'interdit. En somme, ces jeunes ont besoin d'affection et d'attention pour ne pas se laisser distraire ou entraîner par des effets de mode ou le mauvais côté de la technologie. Il ne faut pas également culpabiliser les enfants. D'une certaine manière, ces enfants manquent de repères. Donc ils sont déboussolés. Les adultes qui devaient montrer l'exemple ne jouent pas leur rôle. Donc voici pourquoi ils sont livrés à eux-mêmes. L'adolescence, c'est l'âge de tous les dangers, l'âge de tous les maux. Et la famille, en particulier, les parents doivent être attentifs. L'une des solutions se trouverait peut-être dans les initiatives prises ces dernières années par les responsables du lycée Jean-Baptiste Obion-Etougué qui procéderaient régulièrement à des tournées dans les salles de classe à la demande des conseillers d'orientation pour s'assurer que les apprenants se comportent normalement. Guy Carrel, Boukwana Mungala.
Restons en éducation et cette fois-ci allons en Djolé dans la province du Moyen-Ogooué où s'est tenu un séminaire de renforcement des capacités des enseignants. Séminaire adressé aux enseignants du pré-primaire pour l'utilisation des curricula et des manuels super section 3 ans. Estaki Ibouangangimbi. Permettre aux enseignants de s'approprier les nouveaux outils pédagogiques de la section 3 ans est l'un des objectifs visés par ce séminaire qui a vu la participation de plus de 40 enseignants et directeurs d'école. Le chef de base pédagogique du département de la Bangabigne, Djolé, Biyoge Bi-Ondo. C'est dans le cadre de nos activités régaliennes et un séminaire dans un premier temps initié par le ministère de l'Éducation nationale. Et ce séminaire a été étendu sur toute l'étendue du territoire, entre autres dans notre province. Nous avons envoyé un de nos encadreurs poursuivre la formation de ce séminaire-là afin de venir, n'est-ce pas, transmettre ces savoirs-là aux enseignants. Les participants témoignent. Ce séminaire a vraiment été le bienvenu parce que dernièrement nous avons travaillé sur la moyenne section qui est les 4 ans et la grande section qui est la classe de 5 ans et on n'avait pas encore travaillé sur l'APC en petite section qui est la classe de 3 ans. En le faisant cette fois-ci, cela nous a permis d'élaborer le programme de la petite section. Ça nous a permis de travailler encore mieux avec les enfants parce qu'on avait l'ancien programme. Ce sont des outils de travail en plus pour les enseignants du pré-primaire parce que jusqu'ici nous n'avions vraiment pas de manuel, mais aujourd'hui nous nous retrouvons avec des manuels pour tous les niveaux. Donc aujourd'hui l'enseignant du pré-primaire peut bien travailler. Précisons que les principaux animateurs du lit séminaire Davidson Kumba Maranga et Bernard Moketou n'ont pas manqué de saluer cette initiative du ministère de l'Éducation nationale. Lambaréné Estaki Ibouangangimbi pour Radio Gabon, la référence. La suite du journal avec les activités du numéro 1 gabonais. Ali Bongo Ondimba a reçu hier au palais du bord de mer un groupe d'experts. Conduite par le président d'honneur du groupe E2F en sa qualité d'expert et de consultant, l'eau et l'électricité figuraient en bonne place des échanges. Aline Nzila, presse présidentielle. Apporter des solutions rapides et concrètes quant à la problématique de l'eau et de l'électricité. 4 experts en énergie et ressources hydrauliques ont été introduits au cabinet du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Henri Proglio, expert consultant en énergie et ressources hydrauliques. Nous allons faire un diagnostic qui sera évidemment remis et discuté avec la collectivité. Nous allons proposer des améliorations, des évolutions, des modifications, faire des propositions qui iront dans le sens d'une amélioration rapide du service pour les usagers et pour les citoyens. On constitue une équipe particulièrement compétente dans ces domaines-là et qui sera opérationnelle dans les jours qui viennent. Donc, on a déjà commencé son travail, nous avons déjà beaucoup récolté d'informations auprès des autorités et donc les choses vont aller assez vite dans les semaines qui viennent. Le président de la République, qui a à cœur l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, ne ménage aucun effort et souhaite régler très rapidement le problème d'eau et d'électricité afin que le stress hydrique et les délestages ne soient plus que des souvenirs lointains pour les populations gabonaises. Restons au Palais Rénovation où s'est également tenue une conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République, Jessie Elaekoga. Les questions d'actualité et d'autres sujets ont été abordés au cours des échanges. Raymond Savou, reportage. Les questions internationales, la participation du Gabon au prochain sommet de l'Union africaine en février 2021, les nouvelles mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19 et les élections sénatoriales ont constitué les grandes lignes de cette rencontre avec la presse nationale et internationale. Jessie Elaekoga, le porte-parole de la présidence de la République. Notre pays a été choisi lors de la COP 2019 à Madrid pour présider le groupe des négociateurs africains en vue de la prochaine COP qui aura lieu en novembre prochain à Glasgow, en Écosse. Le Gabon a par ailleurs été élu en octobre dernier membre du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Cette cérémonie de vœux au camp diplomatique a été l'occasion pour le président de la République, chef de l'État, d'annoncer que le Gabon a déposé sa candidature pour briguer un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023. La lutte contre l'épidémie de la Covid-19, la préparation de la campagne de vaccination. Le président a souhaité prendre les choses très en amont. Les contacts ont été multipliés avec les partenaires internationaux
Le vaccin apparaît aux yeux de tous les spécialistes comme la seule porte de sortie vers un retour à la vie normale. J'en viens maintenant au séminaire gouvernemental qui s'est tenu la semaine dernière. Je vous en rappelle brièvement l'objet. Accélérer la transformation économique et sociale de notre pays en fixant des objectifs ambitieux. Les élections sénatoriales des 30 janvier et 6 février prochains. 52 sénateurs seront donc élus dans quelques jours pour 6 ans à la Chambre haute. Ces 52 sénateurs seront rejoints par 15 autres, nommés par le président de la République, ce qui fera 67 sénateurs en tout, ce que prévoit le projet de loi organique adopté en Conseil des ministres vendredi. Il s'agit d'une avancée démocratique. Elle permet de renforcer le niveau de compétence du Parlement, ce qui est nécessaire compte tenu de la technicité de plus en plus élevée des dossiers. Si ce principe de précaution et de protection visant à lutter contre la Covid-19 n'est pas respecté par les populations, l'hypothèse d'un reconfinement n'est pas à exclure, a précisé Jessie Ela Ekoga, le porte-parole de la présidence de la République. Parlons santé à présent, avec ce séminaire de formation des professionnels de santé du service public et militaire de notre pays sur la pratique de la télémédecine. C'est dans le cadre du projet e-Gabon, l'événement organisé par l'État gabonais en collaboration avec la Banque mondiale. La télémédecine va ainsi rendre opérationnel le nouveau système d'information de santé au Gabon. Ré Moussavou. Depuis plusieurs jours déjà, les professionnels de santé, secteur public et militaire reçoivent des fondamentaux sur les outils informatiques et Internet. Nziengi Mbadinga Mwanda, coordonnateur adjoint du projet e-Gabon SIS. Nous avons un objectif qui est celui de rendre en fait attractifs nos structures de santé, de les rendre de plus en plus opérationnelles, c'est de permettre véritablement de déporter l'expertise médicale auprès de nos populations dans les différents départements, afin que nos politiques publiques, nos politiques de santé soient en phase avec la réalité qui est sur le terrain. Dans nos départements, nous n'avons pas de spécialistes. Au travers, par exemple, de la télémédecine, ça permet également aux populations d'avoir la même qualité de soins que ceux qui sont dans nos différentes capitales provinciales. Plus rapide et réactive, la télémédecine fait gagner du temps précieux aux médecins professionnels de santé et aux patients, mais nécessite une connexion Internet de bonne qualité. Nous avons commencé une phase pilote de la télémédecine afin de montrer ce que le futur système de santé pourra faire pour notre Emmanuel Assomonka, coordonnateur du projet, relève que le numérique n'est qu'un outil et non la finalité. Nos équipes techniques l'ont compris en alignant le schéma directeur stratégique du système d'information de santé sur le plan national de développement sanitaire. L'effectivité des outils de télééchographie et de télé-ECG pour une activité de télémédecine intégrée à tout le processus de mise en œuvre du système d'information de santé rassure pour la réussite du projet e-Gabon système d'information de santé. L'investissement du gouvernement a déjà produit ses fruits dans la mise en place des infrastructures sur l'ensemble du pays par le biais de l'Agence nationale d'infrastructures numériques et des fréquences. Le projet e-Gabon traduit ainsi la volonté du président de la République Ali Bongo Ondimba d'utiliser le numérique comme catalyseur pour accélérer la croissance socio-économique au Gabon. Poursuivons cette édition d'information avec la cérémonie de clôture de l'atelier sur les classes vertes, une initiative lancée en novembre 2018 pour promouvoir les techniques innovantes de production agricole auprès des jeunes en milieu scolaire. L'accent est mis sur la valeur nutritive des aliments et leur impact nutritionnel avec pour objectif de soutenir les efforts nationaux. Au cours de la cérémonie de clôture, le bilan et les résultats obtenus ont été restitués. Issa Steve Mefan, prenez part. Cette rencontre sous-régionale par visioconférence depuis Douala au Cameroun a consisté à présenter les principales réalisations du projet dans les 3 pays de la sous-région d'Afrique centrale ayant abrité celui-ci en vue d'échanger sur les expériences acquises 3 ans durant. Elder Mouteia, coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. Le projet Classe Verte est en réalité un projet d'éducation agricole et de nutrition, dont les premiers bénéficiaires sont les élèves du primaire et du secondaire. Un cadre d'apprentissage des techniques agricoles. Sur le plan pédagogique, elle contribue à la redynamisation et au regain d'intérêt des métiers de l'agriculture chez les jeunes. Visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les classes vertes vont contribuer à soutenir les efforts nationaux dans la promotion
l'adaptation des techniques agricoles. Gabriel Bayrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun. Il devient donc urgent, sinon impératif, pour les pouvoirs publics de nos pays respectifs de revaloriser l'intérêt des jeunes pour les métiers de l'agriculture afin de promouvoir également leur nutrition. C'est en effet à travers la bonne éducation des enfants que leur nutrition sera également améliorée. Pendant les 2 jours que dureront les travaux de cet atelier, au cours desquels vous présenterez les principaux résultats du projet dans les 3 pays, je vous exhorte à travers les échanges d'expériences de chaque pays dans la mise en œuvre de la phase pilote de ce projet, à tirer les leçons, à identifier les perspectives et à formuler des recommandations pertinentes dans la pérennisation des acquis du projet. Ce projet a vu l'implication à travers le Cameroun, le Congo ainsi que le Gabon de 6000 élèves et lycéens avec une production de plus de 3,5 tonnes de fruits et légumes au cours de l'année académique 2019-2020. Issa Steve Mefal. L'actualité, c'est aussi à l'intérieur du pays, d'abord dans la province de Logo-Ivindo, où les autorités administratives et le président du conseil départemental de l'Ivindo sont sur le terrain. L'objectif de cette visite, évaluer les projets liés au tissu forestier. Cecilia Akuma-Mendom. Le préfet du département de l'Ivindo, Sylvain Maïni, et le président du conseil départemental de l'Ivindo, Thierry Viokoge, viennent d'effectuer un déplacement sur l'axe Makokou-Ovan pour se rendre compte de l'avancement des projets communautaires. Le président du conseil départemental de l'Ivindo, Thierry Viokoge. Notre déplacement rentre dans le cadre de nos activités en relation avec l'article 251, qui est le suivi et la gestion des ressources issues du bois, appelé FDL, tant dans le comité, étant en maître d'ouvrage. Mon rôle est de vérifier et avec exactitude l'élaboration non seulement des projets, mais la réalisation de ces projets sur le terrain au fur et à mesure que les moyens sont dégagés par les entreprises qui doivent effectivement attribuer cet argent aux populations. Donc il était question de commencer par l'axe Makokou-Ovan en nous arrêtant jusqu'à Doué. Je rappelle ici que c'est des projets qui avaient été élaborés avant que nous soyons là, ça veut dire des projets qui datent des années 2016, 2015. Certains ont débuté, n'ont pas été achevés et d'autres commencent. Notre rôle, c'est de savoir à quel niveau éventuellement les entreprises qui ont été affectées pour la réalisation de ces projets se trouvent. Soulignons que la prochaine étape, c'est de l'axe Makokou-Okonja. Thierry Viokoge a exhorté les populations du département de l'Ivindo à user de patience tout en les rassurant que le suivi de l'exécution de ces projets fera l'objet d'un contrôle minutieux dans les tout prochains jours afin d'éviter les éléphants blancs dans le département de l'Ivindo. D'Adoué dans le canton de Tanloli, Cecilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Dans la province du Wellington, on parle du séjour du président du Conseil économique, social et environnemental dans le but de trouver des solutions au conflit homme-femme. René Ndemezo-Bion est allé écouter la population et proposer des solutions au gouverneur du Wellington, Simon Pierre Meba de Pluriem. Partout où il est passé, le constat est le même. Les populations sont victimes de dévastation de leurs plantations par les pachydermes. René Ndemezo-Bion. Les populations dans tous nos villages, dans toutes nos provinces, sont victimes de dévastation de leurs plantations par les pachydermes. J'ai dit qu'il y a aussi des dégâts provoqués par d'autres espèces. Mais s'agissant particulièrement des pachydermes, c'est une chose que nous avons constatée partout. Des témoignages émouvants ont été apportés sur ces dévastations. Il me revient en mémoire un arrêt à Koulamoutou, une femme de plus d'une 60aine d'années qui m'a dit « Mais monsieur le président du Conseil économique, social, environnemental, mes modestes économies, je les ai placées pour faire 2 hectares de plantation. Et les éléphants sont venus, ont tout ravagé. » Pour les populations, cette dévastation de leurs plantations provoque actuellement l'exode rural. Ajoutez aussi à cela les attaques physiques des panthères. Les jeunes que les papas appellent désœuvrés pour pratiquer de l'agriculture sont découragés. Ils partent maintenant du district des villages pour se rendre en Guinée équatoriale qui est juste à 2 jours de pied ou aller chercher du travail dans les exploitations forestières à Minzik ou à Oyem. Et les villages sont abandonnés en ce moment. En 2018, nous avons reçu une agression physique au village à Konebe. Monsieur Bongon Léon, il a été attaqué par un éléphant en brousse. On ne sait pas ce qui s'est passé. Dieu merci. Il a été vite pris en charge par
les services de santé de la province. En 2020, nous avons également reçu une attaque de pachyderme. Et il n'y a eu que des blessures moins graves, Dieu merci, ils sont en vie. Mais ce que nous subissons au quotidien, c'est des attaques de panthères. Sur les 5 départements que compte la province du Walentème, 3 ont été visités par René Ndemizo-Obiang, à savoir Lokano, Loole et Lontem. En ligne d'Oyem, pour Radio Gabon, la référence Simon Pirmeba. Sans transition, allons à l'étranger. Pour en parler, nous recevons Lise Obon-Ngoro. Bonjour Lise. Bonjour Réi. Direction au Mali, on parle de la visite d'une délégation ministérielle à Kigali. Il faut dire que c'est la première descente depuis le coup d'État, Lise. 6 ministres maliens se sont rendus hier à Kidal, toujours aux mains de l'ex-rébellion pour parler de développement et retour de l'État. Réi, notons que la première visite à Kidal d'une délégation ministérielle malienne depuis le coup d'État du 18 août dernier. La localité est le fief de l'ex-rébellion depuis 8 ans malgré la signature d'un accord de paix. En Centrafrique, les forces armées reprennent peu à peu la localité de Boda. Les forces armées centrafricaines FACA ont pris le contrôle de la ville de Boda, selon le maire de cette localité située à 180 km au sud-ouest de Bangui. Selon lui, Boda était sous le contrôle des rebelles de la CPC depuis plus d'1 an. Et les élections législatives en Côte d'Ivoire, le PDCI présente près de 140 candidats. Des centaines de candidats sont en lice pour les législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire. 255 sièges, donc 205 circonscriptions sont en jeu. Des circonscriptions qui sont repartis, le PDCI et ses alliés de la plateforme Pro-Bagbo. Le parti d'Henri Konan Bédié aligne près de 140 candidats et laisse une centaine de sièges à son allié, même si dans quelques cas, des candidats des deux formations briguent le même siège. Merci Lise Obon-Ngoro. Place à présent au sport. Et c'est avec Chivarol Menkwin Koulou. Bonjour. Bonjour Réi. Parlons football en ouverture. Allons à la découverte de l'association de footballeurs du Gabon qui renaît peu à peu de ses cendres. Suivant ce reportage. Après avoir passé des moments difficiles dus au décès de son président, l'association des footballeurs du Gabon, à travers son nouveau bureau, se bat aujourd'hui pour sortir de sa léthargie. Morvan Rosaire Ndonda, président de l'AFG. J'ai dû postuler à ce poste pour essayer de redorer le blason et redonner vie à cette association. En prospectant depuis le départ pour trouver un siège à l'association. Ensuite, de relancer la phase des adhésions. Parce que tous les footballeurs ne sont pas membres de l'AFG. Cette association, avec l'appui des responsables du football gabonais, ont pour mission aider à la reconversion des footballeurs en fin de carrière. Nous sommes en pourparlers avec la Fédération gabonaise de football. Dès que nous allons exprimer un besoin de formation, la fédération va nous accompagner pour réaliser ces formations-là qui seront au bénéfice des footballeurs en reconversion. Il faut que j'ai un certain nombre de personnes qui veulent par exemple suivre la formation de préparateur physique pour que à ce moment-là, je saisisse la Fédération gabonaise de football pour leur dire nous avons besoin d'une formation de préparateur physique et à ce moment-là, avec l'appui du ministère que nous allons solliciter, nous allons faire ces formations. Quels sont les domaines de reconversion d'un ex-joueur de football? Il y a plusieurs métiers qui gravitent autour du football. Alors souvent, les footballeurs en fin de carrière pensent toujours à devenir entraîneur. Mais tout le monde ne peut pas devenir entraîneur. Les domaines de reconversion dépendent déjà du niveau de formation. Vous avez un footballeur en fin de carrière peut commencer à suivre une formation d'attaché de presse d'un club, par exemple. D'autres peuvent suivre une formation de recruteur, de préparateur physique, d'arbitre, d'intendant, de chargé du matériel, de jardinier et j'en passe. Le nouveau bureau de l'Association des footballeurs du Gabon a été installé le 12 septembre 2020. On reste en football pour parler de la reprise des entraînements des Panthères U17
Entraînement qui se déroule au centre technique de Bikele-Chivarol. Après quelques jours de repos, les Panthères des moins de 17 ans ont repris le chemin des entraînements dans la perspective du tournoi zonal des éliminatoires de la CAN de cette catégorie dont la phase finale aura lieu en mars 2021 au Maroc. Pour le moment, tout se passe bien, comme nous le confirme ici le sélectionneur des Panthères U17, Guy Blaise Gamamba. Nous l'écoutons, il est au micro d'Hervé David Makena. Nous sommes dans notre deuxième phase de préparation. Nous attendons toujours les dates que l'UNIFAC ne nous a toujours pas communiquées. Qu'à cela nous tienne, nous continuons à travailler parce qu'on n'a pas envie d'être surpris par l'UNIFAC, quitte à ce qu'on soit prêt pour aborder cette compétition. Toutefois, pour ce qui est des tests d'IRM, nous sommes en train de les faire aux enfants. Quand nous aurons terminé de faire les tests, nous aurons les résultats et de ces résultats, nous prendrons une décision qui s'impose. Nous avons fait 2 matchs amicaux contre une des 3 du 3e arrondissement d'Untoul, que nous avons effectivement battu sur la marque de 5-0. Le deuxième match, nous avons gagné 6-3 contre la sélection U17 de l'Estuaire. On va dire tout simplement que l'équipe est en train de prendre forme, qu'elle monte en puissance progressivement. Nous terminons avec du football CHAN 2021 dans le groupe C. Le Togo est maître de son destin. Une victoire contre le Rwanda ce soir permettrait aux éperviers de franchir la phase de poule dès la première participation de leur pays en phase finale. Un match pourrait également suffire à se qualifier si dans l'autre rencontre de ce groupe C, l'Ouganda ne parvenait pas à venir à bout du Maroc. Et hier dans le groupe B, la Libye, vainqueur de la compétition en 2014, a été éliminée par le Congo qui se qualifie grâce à sa victoire 1-0. La République démocratique du Congo a également validé son billet pour les quarts de finale en battant le Niger 2-1. Chivarol Menkouinkoulou, à qui nous disons merci. Place à présent au rappel des titres. Freddy. Susciter des vocations dans les métiers de l'agriculture chez les jeunes scolarisés, objectif de l'atelier sur les classes vertes, un projet lancé en novembre 2018 au Gabon. L'heure est au bilan des résultats obtenus. Les professionnels de santé du service public et militaire en formation sur la pratique de la télémédecine, cette initiative de l'État gabonais en partenariat avec la Banque mondiale permettra de rendre opérationnel le nouveau système d'information de santé dans notre pays. Célébration aujourd'hui à travers la planète de la journée des douanes sous le thème Relance, Renouveau, Résilience, douane au service d'une chaîne logistique durable. L'intérêt de cette journée, c'était dans cette édition d'information avec notre reporter Pascaline Medza. Il est exactement 13h29 à Libreville, à Kanda et au Vendo, même heure en Corboune, à Médan-Coré et à Dané. C'est dans le département de l'Ogooué et des Lacs, province du Moyen-Ogooué. C'est la fin de ce journal, mis en onde par Fried Tanguy Bumbanga de Bapousso, au montage Rigobert Foila, à la régie Yolande Onaï. La réalisation était assurée par Ida Onyami. Merci à Lizo Bonangoro et à Chivarol Menkouinkoulou pour la collaboration. À la présentation, Marie-Lise Rei Ugubika et moi, Freddy Bouvila. À demain 13h, s'il plaît, à l'éternel. En parcourant votre fil d'actualité, vous lisez un message ou un commentaire sur le coronavirus. Pensez à ce que cela vous fait ressentir. Cela vous met-il en colère? Êtes-vous triste ou choqué? La désinformation peut se propager par l'utilisation de contenus axés sur les émotions. Avant de partager ou de réagir à un contenu, pensez à sa provenance. Qui pourrait en bénéficier et qui pourrait en souffrir? Réfléchissez avant de cliquer, réfléchissez avant de partager. Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO. Le civisme, mesure de prévention contre la pandémie de Covid-19. Respecter les mesures de confinement, un acte civique.
Se laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool, un acte civique. Salut.